D'accord. La façon dont on va fonctionner, je vais te poser les questions. Est-ce que ça te convient? Oui, j'ai préparé une petite présentation pour faire une petite base de ce qu'on va parler. OK. Et après, tu peux me faire des questions si tu veux. OK. Si? Oui, parfait. D'accord. C'est bon. Et on va rester 30 minutes, 30, 40, si les personnes ont des questions. Oui. Bienvenue. Parfait. Donc, il est midi au Québec. On va pouvoir commencer. Je vais dire bonjour à tout le monde. Je suis pour cette conférence midi qui nous fait le plaisir d'accueillir Iñaki Pastor-Ponce. Je me présente, je suis Hélène Assauge, je suis physiothérapeute TEMPI en pratique privée à Laval. Puis il y a aussi ma collègue Sylviane Langlois de Québec, qui toutes les deux nous assistons Iñaki dans la partie pratique de l'enseignement de TEMPI au Québec. Pour le bon déroulement de l'événement, comme d'habitude, on va regarder nos micros fermés, mais Iñaki aime bien avoir des gens à qui il peut s'adresser, voir la réaction des gens, donc c'est plaisant si vous gardez vos caméras ouvertes. Si il y aura... c'est possible, c'est pas grave. Non, mais c'est ça. Puis, à la fin, comme Iñaki disait, si vous avez des questions, on fera une période de questions si c'est nécessaire. J'aimerais remercier Vanessa puis Sophie Cristal pour cette invitation puis cette opportunité de vous présenter ce qu'est TEMPI. C'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter Iñaki Pastor-Ponce. Iñaki est physiothérapeute. Il détient une maîtrise en physiothérapie pédiatrique et un doctorat en physiothérapie de l'Université de Saragosse en Espagne. Iñaki est aussi un chercheur dans le domaine de la physiothérapie pédiatrique. Il est le directeur international de la formation en thérapie manuelle pédiatrique intégrative et professeur de cette formation en postgradué à l'Université de Montréal. Oui. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Voilà. Iñaki enseigne Iñaki enseigne en RPG au Québec depuis 2007. Il est l'auteur du livre La thérapie manuelle et le système oculomoteur, qui est édité par la maison Elsevier. C'est un livre qui est actuellement uniquement en espagnol, si je ne me trompe pas, Iñaki? Oui. Parfait. Il a écrit aussi d'autres livres sur le développement de l'enfant, dont Ayúdale a despegar, qui a été traduit en anglais Rising to the Challenges of Child Development. Un livre qui présente plusieurs notions pour accompagner l'enfant dans le développement de son plein potentiel. Sans plus tarder, je vais demander à Iñaki de nous expliquer ce que c'est TEMPI. À toi, Iñaki. OK. Merci beaucoup. Je suis très content de vous parler, de vous rencontrer ici. Et en premier temps, désolé de mon français, mais il y a quelque temps que je ne pratique pas beaucoup. Mais je pense que ça serait compréhensible, j'espère. J'avais été en train de penser de quelle façon je pouvais présenter TEMPI. Et j'avais des options. Une option un peu lourde et spécifique dans les domaines scientifiques qu'il ne peut pas être fait en général. On devrait être fait dans un domaine très spécifique. Et donc, j'ai choisi de faire une présentation sur les modèles de pensée, sur les concepts et sur la base principale les paradigmes qui vont soutenir le concept TEMPI et même sur les cadres, la structure de la formation, les différences par
en rapport à des autres formations. Alors, j'ai préparé une petite présentation et j'aimerais la partager avec vous. Okay. C'est un hispanophone, mais au moins il parle français. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir la présentation? C'est visible pour vous? Oui, oui, Iñaki. D'accord, d'accord. Alors, Tempi va naître sur cette idée, deux idées principales. Les enfants sans une dommage neurologique ou sans une pathologie spécifique au niveau neurologique ont aussi besoin de physiothérapie de qualité. Et pourquoi on pense comme ça? Parce que dans beaucoup de pays, je sais que beaucoup au Québec, vous êtes vous êtes très avancé dans votre façon de voir la physiothérapie et sur la façon de penser que vous savez que j'aime beaucoup. Mais dans beaucoup d'endroits, la physiothérapie a été très restreinte sur les aspects neurologiques centraux. Quand beaucoup d'enfants avaient des problèmes de développement de différents types et même ils avaient aussi des pathologies ou des dysfonctions musculo-squelettiques dans des différents domaines. De la même façon, on a vu que les enfants avec des problématiques neuro-respiratoires ont aussi des dysfonctions musculo-squelettiques et donc ils ont le droit à une thérapie manuelle de qualité. Parce qu'on ne peut pas penser que la thérapie manuelle en pédiatrie, c'est un choix. C'est une nécessité. Parce que quand le fait de n'avoir pas développé la thérapie manuelle dans les domaines de la pédiatrie ne peut pas éviter qu'un enfant avec un traumatisme, une chirurgie, des altérations orthopédiques après quelques altérations neuro, ces enfants ont aussi besoin d'une approche manuelle dans des aspects musculo-squelettiques qui sont très clairs. Donc la nécessité d'une thérapie manuelle adaptée, qui soit sûre, qui soit souple, on peut dire. Pour la pédiatrie, c'est une nécessité et pour tous les physiothérapeutes qui ont travaillé avec des bébés et des enfants. La mission avec laquelle Tempi est sorti a été créée et former les physiothérapeutes dans l'évaluation et le traitement des bébés et des enfants, des développements typiques et différents pour les aider dans leur santé et le développement, mais dans quatre voies, avec une intervention directe, d'une façon très importante avec l'accompagnement des familles, une troisième voie dans la collaboration avec des autres professionnels de la santé et de l'éducation, et aussi avec une vision d'une éducation sanitaire de la société dont la physiothérapie doit participer. La vision avec laquelle Tempi est sorti est transformer la compréhension globale des besoins des enfants et des bébés dans leur développement et bien sûr au niveau international ou global. Tempi, pour commencer, est un concept. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une technique, c'est une façon de voir les choses, c'est une façon de se rapprocher à l'évaluation, le traitement des problèmes musculo-squelettiques et aussi des problèmes de neurodéveloppement. Et dans une troisième voie, dans les rapports entre les problèmes musculo-squelettiques et les problèmes de développement, dont je parlerai un peu plus tard. Ces façons de voir les choses
a aussi une sens de globalité pour comprendre comment dans un enfant, il y a des différents systèmes biologiques qui sont en interaction. Ça veut dire que ce n'est pas seulement la biomécanique du système musculo-squelettique ou le système nerveux central qui sont dans la nécessité, parce que l'enfant a aussi des autres systèmes biologiques, comme peut être les nutritionnels ou les habitudes à la maison, ou les aspects sociaux, ou les endroits où ils habitent par rapport, par exemple, à les pathologies respiratoires. Il y a beaucoup de choses dans des différents systèmes qui sont en interaction. Et on voit comment les enfants qui ont des problèmes respiratoires ont aussi plus de problèmes au niveau de la cage thoracique ou problèmes au niveau cervical. On voit comment les enfants avec des problèmes nutritionnels ou des mauvaises habitudes nutritionnelles peuvent avoir aussi plus de tension dans les aponeuroses de l'abdomen ou des jambes, ou même un manque ou des difficultés d'attention dans un niveau cognitif. Il y a beaucoup de choses dans l'enfant qui ne se réduisent pas au système musculo-squelettique. Tempi est aussi une vision sur les problèmes musculo-squelettiques d'un système en évolution. Ça veut dire que le développement moteur et sensoriel de l'enfant est aussi un continu. Et ce continuum mettre quelques difficultés aussi à l'évaluation. Si on pense à ce développement, on voit des changements très, très rapides au niveau du contrôle moteur, au niveau sensoriel, qui fait le travail plus compliqué. Parce que vraiment, quand on évalue, par exemple, l'évolution des os de la jambe dans des enfants qui marchent avec le pied à l'intérieur. Par exemple, on ne sait pas très clairement la vitesse de changement de la tibia par rapport à son torsion et l'orientation de la caville. Ce changement au niveau moteur sensoriel met un défi sur notre travail dans l'évaluation et dans le traitement. Tempi a quelques paradigmes ou quelques idées principales qui vont soutenir notre façon de voir les choses, ou notre façon aussi d'agir. Un de ces paradigmes est le rapport entre la structure et la fonction. Et la structure, on peut la comprendre comme le système musculo-squelettique, et la fonction, on peut la comprendre avec comment les systèmes neurologiques plus entre elles. On peut penser que ce sont des choses différentes. Si ça serait comme ça, on aurait une thérapie manuelle pour la pédiatrie dans l'aspect musculo-squelettique et une physiothérapie neuro, par exemple, dans des aspects de neurodéveloppement. Mais la réalité, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas une complète indépendance de ces deux systèmes. Il y a, au contraire, il y a une très forte corrélation, interdépendance entre tous les deux. Si on pense à quelques exemples, et il y en a plusieurs, on verra que la structure ou le système musculo-squelettique peut porter très facilement à des problèmes de fonction. Par exemple, les enfants avec des problèmes cervicaux, torticollis congénitale ou plaiocéphalie, par exemple, on voit clairement dans la littérature qu'ils ont aussi des difficultés dans la complément de certaines fonctions de développement. Le fait de ne pouvoir pas bouger la tête, ou de ne pouvoir pas expérimenter ces deux parties du corps de la même façon, a un poids dans la façon dans laquelle
ils se développent. Un autre exemple est le système musculo-squelettique des jambes. Très clairement, quand les structures de la tibia, par exemple, ou des os ou des fémurs dans l'angle d'interversion des cols fémorales, quand les os ou le système musculo-squelettique ne se développent pas d'une façon adéquate ou correcte, la façon de marcher, la façon de se bouger et même pas seulement dans l'esthétique, mais aussi dans l'équilibre ou la participation de cet enfant avec les jeux avec des autres enfants est aussi altérée. La structure porte à des problèmes de fonction. Des autres exemples, la structure du visage. Les développements des os du visage ont aussi un effet quand ils ne peuvent pas s'expandir de façon adéquate dans la forme de respirer et dans les altérations des voies respiratoires supérieures. La structure a une très grande influence dans la fonction. Et au contraire, la façon de se bouger et la façon de faire des activités dans l'enfant a aussi un effet sur la structure. La façon dans laquelle ils sont activés, les muscles des jambes, on sait très clairement qu'ils s'apportent à des altérations de la façon des os de maturer. Et de la même façon, avec la plaiocéphalie, dont la manque de fonction cervicale s'apporte aussi avec des différentes tensions, des tensions asymétriques sur les aponeuroses et les muscles à une altération de la structure du visage ou des vertèbres cervicales. Cet rapport fait qu'on ne peut pas voir les altérations des neurodéveloppement sans avoir aussi une vision sur le système musculo-squelettique en rapport et vice-versa. Et ça, c'est une des plus forts paradigmes de Tempi. On développe, on essaye de rechercher, on peut dire aussi, une façon d'adapter la thérapie manuelle à la pédiatrie d'une façon douce, d'une façon sécure, mais aussi d'une façon complètement en intégration avec le développement et accompagner aussi le développement d'une façon qui facilite le système musculo-squelettique. Les autres paradigmes, la ICF, je vais silencier ici. Bien sûr que la ICF, vous l'appelez CIF aussi, Classification internationale de fonctionnement, non? Comme en espagnol, c'est la CIF. C'est un cadre de pensée fondamental en physiothérapie, et particulièrement en physiothérapie pédiatrique. Mais à mon avis, je ne sais pas vous, mais je crois que pas tout le monde applique ça d'une façon complète. L'attention des enfants et de ces familles en physiothérapie a besoin aussi d'une application plus en profondeur de ces cadres. Peut-être que dans l'activité et la participation, c'est assez très bien développé. Mais par contre, dans le système musculo-squelettique, dans la façon de voir la structure corporelle, encore il nous manque quelque chose. Et comme vous savez, parce qu'au Québec, vous avez une des meilleures formations en thérapie manuelle du monde. La thérapie manuelle
n'a été facilement appliqué aux enfants. Et il y avait quelques difficultés pour ça. Et une autre façon de voir ce cadre de la CIF plus complet et avoir plus en compte les facteurs environnementaux et les facteurs personnels. Excusez-moi. L'implication de la physiothérapie dans la famille. La connaissance de ce que ça arrive à la maison ou à l'école. L'accompagnement des parents dans des conseils très spécifiques pour aider à ces enfants, pas seulement avec des exercices à la maison, mais aussi avec un changement des facteurs qui sont dans l'ambiance et qui peuvent affecter beaucoup la quantité de sommeil, la quantité des écrans ou des temps d'écran qu'ils font les enfants qui ont des affectations très fortes dans le développement de l'attention et dans la physiothérapie respiratoire, l'ambiance est vraiment fondamentale. Un des paradigmes de Tempi est porter ce schéma de la CIF vraiment à une application réelle dans notre travail et encore plus complet. Et le troisième paradigme que je vous porte est aussi un paradigme général. Je pense que c'est la pratique factuelle. L'équilibre entre les données des recherches, les contextes cliniques et de l'ambiance de l'enfant et les besoins et préférences de la famille de l'enfant ne sont pas une chose simple. Et de l'intégration de ces trois facteurs, on peut arriver à des décisions optimales et consensuées. Et c'est un aspect que c'est vraiment facile. Quelquefois, on a des protocoles et il nous manque un petit peu une adaptation à la réalité vraiment de la vie de l'enfant et de la famille. Et ici, il y a aussi un défi pour les cliniciens. Le défi est que les données probantes de la recherche nous amènent à la validation des protocoles qui sont généraux, mais par contre, nous amène à une pratique plus adaptée à l'individualité de l'enfant et de son ambiance et de sa famille. Et cet équilibre entre le général et l'individuel est aussi un défi. En Tempi, on travaille beaucoup dans les contextes cliniques et environnementaux et aussi on essaye d'équilibrer ces trois facteurs. Quel type de clientèle pédiatrique pouvons-nous traiter avec Tempi? Vraiment, des enfants de 0 à je ne sais pas quand, parce que ce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez cette expérience, si vous travaillez en pédiatrie et si vous avez des expériences aussi dans la physiothérapie dans les adultes. Les adultes, nous avons aussi des conséquences par rapport au développement quand on était petit. Et, dans ce sens-là, je vois la psychologie meilleure adaptée à l'histoire de nos vies. Ça veut dire, quand quelqu'un va chez le psychologue et parle de ses problèmes avec ses peurs, ses difficultés, ses dépressions, etc.,
qu'est-ce que les psychologues est en train de penser? Ouais, vous pouvez l'imaginer, n'est-ce pas? Comme ça, quand ça a été probablement sa vie, la vie de cet adulte quand il était petit. C'est une constante, parce que là, si vous me permettez la question, la parole, la programmation psychologique, notre personnalité, notre première expérience émotionnelle ont vraiment une répercussion plus avant. Mais quelquefois, la physiothérapie est un peu court dans ces visions des choses. Non? Et quand on arrive des adultes avec mal au dos ou avec l'arthrose dans l'ange, quelquefois, on pense à il y a 5 ans, ou quelquefois, on pense à la semaine dernière. Mais on ne pense pas à comment cet enfant marchait, ou quelles caractéristiques il avait quand il était assis quand il était petit, ou la position des singes particulière pendant son développement. On voit vraiment en Tempi une nécessité de la pédiatrie, de la physiothérapie pédiatrie pour prévenir des problèmes dans le futur. On est complètement sûr de que l'enfance a une importance pour ce qu'on devient plus avant. C'est possible d'aider des différents enfants avec des différents problèmes de fonctionnement. Parce que c'est pas, comme vous savez, ce n'est pas vraiment le diagnostic médical ce qui nous aide le plus ici. Parce que, comme vous savez, au moins par rapport aux problèmes de développement, il y a très peu de diagnostics ou des espaces de classification des enfants avec les problèmes de développement. Et c'est pour ça que des différents enfants avec des différents problèmes, quelquefois, ont le même diagnostic. Alors, des enfants avec problèmes de développement, des enfants avec... ces problèmes de développement, ça peut être aussi qualitatif, mais aussi, Tempi peut donner quelques assistances aussi à la physiothérapie plus neurologique. Des enfants avec des problèmes des musculo-squelettiques, bien sûr, ou traumatiques, par rapport à des autres pathologies qui sont coïncidentes. Des bébés et des enfants. Il y a quelquefois des différences. S'il y a des différences entre la ostéopathie et la thérapie manuelle, et vraiment, il y a une très forte différence, très, très forte. Pour commencer, l'approche de Tempi, c'est une approche collaborative. Il y a quelqu'un, a ver si je trouve la... Il y a quelqu'un avec l'audio. OK. La différence principale, bon, il y a beaucoup de différences, mais à mon avis, l'approche en collaboration avec la famille et l'interdépendance avec la famille et des autres professionnels, c'est une des différences plus fondamentales. Et une approche aussi qui regarde l'aspect de développement. L'ostéopathie, ça dépend aussi des écoles, mais quelquefois, l'ostéopathie a été très centrée dans les aspects plus musculo-squelettiques et d'une façon, on peut dire, a ver, si veo, excusez-moi, si je trouve... Si, OK. Il y avait 109 qui étaient intéressés. Dans l'ostéopathie,
et ça dépend des écoles, mais ça a été difficile de trouver une vision sur le développement qui soit partagée, qui soit collaborative. Et je pense que c'est ça ce que la physiothérapie peut apporter. Tempi, c'est rentrer totalement dans la physiothérapie. Et la physiothérapie, avec ces paradigmes qu'on a parlé avant. Et la vision de la fonction, c'est aussi très différent entre la Tempi et l'ostéopathie. La façon de appliquer la thérapie manuelle plus orthopédique, mais aussi d'une façon très, très douce. Et aussi, peut-être comme différence, on peut être aussi une vision plus globale et pas crânio-centrée. Que c'est un autre des problèmes que quelquefois on a vu dans la pédiatrie plus ostéopathique, une centralisation sur les aspects crâniens. Ça pourrait être les différences principales que je peux trouver. Structure et contenu de la formation. La formation se structure en 3 niveaux. Un premier niveau neuro-orthopédique, spécialement sur l'aspect plus cervical et des membres inférieurs, bassin et colonne. Et bien que les premiers séminaires sont centrés dans l'aspect musculo-squelettique, il y a déjà des connexions constantes avec la partie de développement. Dans ces premiers niveaux, on voit les altérations morphologiques des membres inférieurs, et les altérations de la marche dans l'enfant, les différentes altérations du pied, genoux, hanches, bassin, dans l'aspect plus musculo-squelettique, mais aussi dans le rapport avec les développements postérieurs. Par exemple, les rapports avec la façon de se bouger, mais aussi avec des autres pathologies ou des altérations comme les scolioses. Et au niveau cervical, on voit l'aspect des dysfonctions cervicales, les torticolis de différentes origines, l'aspect il y a une introduction à la plagiocéphalie, il y a une introduction là-bas dans les altérations musculo-squelettiques liées à la pathologie respiratoire. Dans le niveau 2, il y a une approche plus centrée sur le développement, mais en mettant l'accent dans les rapports entre le développement et l'aspect musculo-squelettique qu'on a vu dans les premiers niveaux. Il y a un séminaire pour le bébé, l'évaluation de développement moteur, et l'importance de l'approche sensorielle aussi sur le bébé. Et il y a un autre séminaire dans le niveau 2 sur l'enfant et les problèmes de développement et qui vont toucher plus l'aspect, pas seulement du développement de la coordination, mais aussi de quelques aspects qui peuvent toucher un peu la partie cognitive. Mais on peut, dans ces domaines, on peut le regarder aussi avec un regard adressé à la base de la construction neurologique. Le système oculomoteur, l'équilibre, la fonction cérébelleuse, la fonction manuelle, et dans la base de des différents développements aussi au niveau de la fonction cognitive ou de la performance scolaire. Dans les 3e niveaux, on s'adresse à les altérations du crâne et du visage, particulièrement les déformations de la tête du bébé, plagiocéphalie ou les différentes altérations de l'index crânial
brachiocéphalie ou dolicocéphalie, et du visage, particulièrement les altérations orofaciales ou les altérations des voies respiratoires supérieures, avec une approche aussi, encore une fois, neuro-orthopédique, ça veut dire dans l'aspect musculo-squelettique, mais aussi avec un rapport très constant avec la fonction, l'activité et la participation. Ça montre un peu la formation des bases de la formation TEMPI dans différents pays, avec une structure qui est raisonnable, avec une structure aussi semi-présentielle qui permet aussi de suivre la formation d'une façon confortable à la maison, réduire le temps des voyages et aussi avec aussi la possibilité de n'être pas limité avec le temps. Quand on fait, ou quand on faisait des cours présentiels il y a quelque temps, parce que la pandémie, ça a donné aussi des bénéfices, je pense. On nous a aidé à penser différemment. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais pour moi, ça a été une révolution mentale et une façon aussi de voir les choses d'une autre façon. Et un des avantages de la formation semi-présentielle, et ça, quand on faisait la formation présentielle, on était toujours limité avec le temps. On doit parler du torticolis congénital. On avait 30 minutes, 1 heure, parce qu'il y a beaucoup de choses à parler. Mais avec le modèle semi-présentiel, avec une partie en plateforme et e-learning, ça nous permet d'ajouter des articles scientifiques, de développer les différents aspects d'une façon plus tranquille et d'une façon plus profonde. Ça, c'est le rêve de TEMPI, une physiothérapie pour tous les enfants, pas seulement pour les enfants neuro, pas seulement pour les enfants respi, et même pour tous les enfants et pour toutes les familles. Parce que je ne sais pas si vous le trouvez aussi ça, mais on trouve beaucoup de familles avec nécessité de comprendre qu'est-ce que c'est nécessaire pour ces enfants. Quelles sont une physiothérapie qui peut accompagner les familles, même dans la prévention, dans l'aide à un développement optimal des enfants, même s'il n'y a pas de pathologie. Ça, à mon avis, c'est vraiment très nécessaire. Et aussi une physiothérapie pédiatrique pour tous les physios, parce que dans ma vie professionnelle, j'ai trouvé beaucoup de collègues qui voulaient travailler en pédiatrie, mais la neuropédiatrie était un peu lourde pour eux. Et la possibilité d'accompagner aussi des enfants et des familles d'une façon différente et pas tellement centrée en neuropédiatrie, ça permet à beaucoup de professionnels de la physiothérapie aussi de vivre son esprit par rapport à la pédiatrie. Et je vous laisse ici avec cette référence que Hélène a parlé avant. Et si vous voulez savoir un peu plus sur notre façon de voir les choses, c'est une option. C'est une option. Merci beaucoup. Désolé de mon français, mais je suis vraiment heureux d'être avec vous. Et j'espère qu'on va pouvoir parler plus, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Ah.
comme vous voyez, j'ai choisi une conférence un peu plus réflexive mais je pense que c'est bien d'analyser un petit peu notre profession, l'esprit de notre travail. Et je suis sûr qu'on a beaucoup à faire. On a beaucoup de choses à améliorer, mais on doit sortir de ce que c'est très bien connu. On doit avancer vers les familles et ses nécessités et sortir un peu des cadres pathologiques pour rentrer dans les aspects plus qualitatifs du développement. 40 minutes. Ça a été assez ponctuel. Vous savez... Bonjour, Inaki. Bonjour, Vanessa. Bonjour, j'ai une question. Oui. Ça fait plusieurs personnes qui me disent là, comment le cours est annoncé parce qu'il y a un Tempi qui débute en novembre à Montréal. Par contre, ce n'est pas très clair la façon asynchrone et la façon présentielle, comment ça va fonctionner à Montréal. Ce qui est écrit sur le site de l'Université de Montréal, c'est que je crois qu'il faut bloquer quasiment des semaines au complet. Fait que les gens commencent à se sentir nerveux avec toute cette disponibilité-là qu'il faut mettre. Donc, je ne sais pas si tu peux préciser un peu comment ça va se faire à Montréal en novembre et pour les autres séminaires ensuite. Oui, merci Vanessa. Ça va commencer avec la partie en plateforme du e-learning, la plateforme avec les contenus en vidéo va s'ouvrir pour les participants. On aura aussi des webinaires pour répondre des questions, pour approfondir dans les différents aspects. Et on va se rencontrer, je pense que c'est au mois de février, peut-être, où on va se rencontrer pour faire les 2 premiers séminaires ensemble. Donc, en novembre, on va ouvrir la formation, la plateforme pour les premiers séminaires. Ça va rester là-bas ouvert je pense qu'un mois, 4 semaines, plus ou moins. Je suis en train de parler avec de façon approximée. Et on aura quelques webinaires pour résoudre des questions par rapport à Tempi 1 et on commence avec la plateforme Tempi 2 aussi dans un mode online. Et les séminaires 1 et 2 vont avoir la partie présentielle ensemble, je pense qu'en février. Est-ce que quand la plateforme va ouvrir... Oh, pardon. Et? Quand la plateforme va ouvrir en novembre, est-ce que les gens vont pouvoir choisir quand ils regardent les webinaires ou ça va être à des heures spécifiques dans la journée? OK. Et ça va s'ouvrir et tous les séminaires 1 avec tous les blocs thématiques du premier séminaire. Et ils vont pouvoir choisir en disant des Tempi 1 les thèmes, les aspects qui peuvent dans l'ordre dans lequel ils veulent le faire. Mais ça va s'ouvrir la formation dans des différentes étapes. Tous les blocs par rapport à Tempi 1, ça commence en novembre. Peut-être tous les blocs qui sont en rapport avec Tempi 2, torticolis, etc., tout va s'ouvrir un peu plus tard. Si je peux rajouter Tempi 1, ça débute le 22 novembre, puis Tempi 2, ça va débuter dans la semaine du 10 janvier. C'est ça qui est écrit sur le site de l'EB. C'est que les gens qui ont à se présenter en présentiel, de s'absenter du travail, en réalité, c'est la semaine du 21 au 25 février, où ce que ça va être la pratique des séminaires Tempi 1 et Tempi 2. Donc, les gens n'ont pas le seul temps que les gens ont à s'absenter, c'est dans les temps pratiques. Le reste du temps, ils le font dans leur confort de leur maison, avec l'heure que ça leur convient, parce que c'est sur une plateforme d'apprentissage où ils ont un code puis ils peuvent y accéder quand ils sont disponibles. Merci, Hélène. Bienvenue.
J'ai une autre question. Est-ce que le cours sur les troubles de l'allaitement, déglutition qui a eu lieu en mai l'année passée, est-ce que tu vas le redonner? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens intéressés aussi par ce cours-là. Et oui, on était en train de l'améliorer. Je pense que c'était bien, ces cours-là, mais on est en train de l'améliorer et, et on va trouver les moments pour le faire. Peut-être à la fin de cette année, ou je ne sais pas. Je n'ai pas une date maintenant. Mais s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent m'écrire et je peux avoir une idée de l'intérêt général. En dedans de la formation, Tempi, les problèmes de l'allaitement, être présent dans au moins 3 séminaires. Parce que dans les séminaires 2, par rapport à la colonne cervicale ou les dysfonctions cervicales, il y a une partie aussi du rapport entre la fonction orofaciale et le mouvement cervical. Dans les 3e de l'évaluation neurologique du bébé, vraiment la fonction orofaciale est très présente. Et dans le séminaire du crâne, au Tempi 5, il y a aussi une autre partie fondamentale par rapport à ça. Mais les cours un peu spécifiques, on va chercher quand on peut le refaire. Merci Vanessa. Plusieurs questions? Vous avez des questions? Vanessa? En fait, j'ai vu quelqu'un poser une question dans la conversation qui demandait s'il y aurait une autre formation Tempi privée à Montréal parce que celle qui commence en novembre est déjà complète. Et on n'a pas date pour la prochaine, mais c'est sûr que si ça c'est d'intérêt pour les physiothérapeutes du Québec, on va faciliter les choses pour pouvoir lancer une autre formation le plus tôt possible. Mais de toute façon, l'autre fois, il y avait aussi, les cours étaient complets et au fur et à mesure qu'on passait le temps, quelques personnes qui étaient en train dans la liste d'attente sont rentrées. Alors, s'il y a des personnes intéressées, ils peuvent s'adresser à l'université parce que quelquefois, il y a des gens qui tombent et peut-être que s'il y a d'intérêt, peut-être qu'on peut parler d'amplifier un petit peu les groupes si les salles et les conditions de qualité peuvent s'assurer. Alors, si l'université a une idée des personnes intéressées, quelquefois, on peut faire un petit effort. Donc, on pourrait rajouter que toutes les physios au Québec qui n'ont pas pu s'inscrire à la formation qui va débuter en novembre et qui sont intéressées pourraient toutes s'inscrire sur la liste d'attente de l'université pour démontrer leur intérêt. À ce moment-là, ça stimulerait l'université à demander à Iñaki pour des dates et pour réorganiser une nouvelle formation dans l'année qui suivra, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est sûr que tous les gens qui inscriraient leur nom comme sur une liste d'attente, viennent de démontrer l'intérêt pour cette formation-là et donnent du poids à redemander une nouvelle formation. J'ai encore une question. Je suis désolée, j'ai l'impression que je suis la seule qui en a beaucoup. On voit souvent passer sur la page de Tempi des conférences d'1 heure sur la plagiolaplie torticolis, mais c'est toujours en espagnol. Est-ce que tu envisages à un moment donné de les faire peut-être en français? Parce que je pense qu'on est beaucoup à être intéressés, puis à chaque fois, on fait zut, c'est juste en espagnol. C'est un bon défi. Je viens de
Le problème que j'ai est que j'enseigne dans 5 ou 6 pays. Alors, quelquefois, je comprends ça parce que quand je rentre chez moi et je fais des activités formatives, quelquefois, c'est plus simple de développer plus matériel en espagnol. Mais Vanessa, si tu me demandes ça, je t'organise quelque chose en français, si tu veux. Et je viens de trouver une chose merveilleuse, que c'est un système aussi de faire subtituler les vidéos. Et je vais essayer aussi de quelques conférences passées des aspects intéressants sur la physiothérapie, de les ajouter quelques sous-titres. Mais c'est vrai que je pourrais faire quelques matériels en français aussi. Et ça pourrait vous aider un petit peu. Et je promets, je vais je vais essayer de le faire. Merci. Dans le chat, il y a une question, c'est que est-ce qu'il y a des gens qui peuvent faire la partie online et faire la partie pratique plus tard, ou c'est dans un continuum? Si tu fais ta partie théorique, ben, elle doit être suivie de ta partie pratique. Je crois que l'université va limiter la possibilité de faire des choix en dedans de la formation, je pense. L'idéal est expérimenter la partie théorique et la pratique, sinon on n'a pas. Et particulièrement, ça c'est intéressant parce que dans la partie pratique, on attend des cas réels. On reçoit des familles. On voit une façon de se rapprocher aux familles, de les offrir comme une aide dans la vie réelle, pas dans un cadre d'explication sur des aspects plus théoriques. Donc, ça, c'est bien de compléter une partie théorique et une pratique. Je pense que c'est nécessaire. S'il n'y a plus de questions, dans le chat, il n'y en a plus. Vanessa, tu n'as pas d'autres questions qui est arrivée? Parfait. Donc, si tout le monde est d'accord, bien, on peut clôturer cette conférence midi et remercier Iñaki de nous avoir partagé ta Merci. passion, Merci beaucoup. ton rêve pour tous les enfants de la planète et ton implication pour tous ces enfants-là aussi. On t'en remercie beaucoup. C'est un plaisir vraiment de vous accompagner. Je suis très honoré. Oui. Et je peux vous laisser mon email s'il y a quelques questions que ça vous arrive, vous pouvez m'écrire. Je pense que je peux le faire ici. Ok, je l'écris ici. Oui. Puis Iñaki, est-ce que ta présentation que tu as enregistrée, tu vas la mettre disponible sur YouTube? Oui, je peux le faire. Très bien. Dans le canal de Tempi de YouTube, je vais l'adresser là-bas et peut-être que je peux vous communiquer que c'est là-bas à travers, je ne sais pas comment, mais Hélène, Oui. je peux Tu as juste à me le dire. la conférence là-bas, je te le dis, et tu peux le faire arriver aux gens. Oui, Vanessa et Sophie vont se charger de le mettre sur le groupe de pédiatrie au Québec. Tu as juste à m'écrire quand tu vas l'avoir mis sur YouTube. Ça fait que les gens qui voudront la regarder parce qu'ils n'ont pas eu la chance aujourd'hui, ça va être sur YouTube comme toutes les autres conférences qu'on voit qui sont en espagnol. Ahí está. C'est ça. Mais l'espagnol, okay, je comprends bien. Merci à tous. Vraiment un plaisir de vous rencontrer.
Au revoir. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir tout le monde.